Bonjour, mon ami. Je m'appelle Jiwon et je viens de Séoul en Corée du Sud. J'ai 24 ans maintenant et j'apprends le français depuis exactement 3 ans et 2 mois. Beaucoup de personnes me demandent comment je reste motivée après tout ce temps. C'est une question très importante pour moi. Aujourd'hui, je veux partager mon histoire avec toi. Je veux te raconter tous mes moments difficiles et tous mes succès. Mon ami, je veux que tu saches une chose. Apprendre une langue étrangère n'est jamais facile. Mais c'est toujours possible si tu continues. Avant de commencer mon histoire, j'ai une petite question pour toi, mon ami. Peux-tu écrire dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo? Je suis vraiment curieuse de savoir où tu habites. Est-ce que tu viens d'Europe, d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique? Écris-moi ton pays dans les commentaires maintenant. Je lis toujours tous les commentaires avec beaucoup d'attention. Cela me fait très plaisir de connaître mes spectateurs. Maintenant, je vais commencer mon histoire. Il y a 3 ans, je travaillais dans un bureau à Séoul. Mon travail était très ennuyeux pour moi. Chaque jour, je faisais les mêmes choses. Je me levais à 7 heures du matin. Je prenais le métro pendant 45 minutes. J'arrivais au bureau à 9 heures. Je travaillais devant mon ordinateur jusqu'à 6 heures du soir. Puis je rentrais chez moi très fatiguée. Ma vie était comme une machine qui répète toujours la même chose. Chapitre 1. Quand le rêve devient possible. Un jour de mars 2022, tout a changé pour moi. C'était un vendredi soir après le travail. Je me sentais très triste ce jour-là. Mon chef m'avait crié dessus pendant une réunion. Il disait que mon travail n'était pas assez bon. Ces mots m'avaient blessé profondément. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant 1 heure. Mon ami, tu sais ce sentiment quand tout semble noir dans ta vie? Après avoir pleuré, j'ai ouvert mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à chercher des vidéos sur YouTube. J'ai tapé « Voyage en France » dans la barre de recherche. La première vidéo montrait les rues de Paris. Il y avait de belles maisons anciennes avec des balcons en fer. Les gens marchaient tranquillement le long de la Seine. Ils portaient des vêtements élégants et souriaient. La lumière du soleil était douce et dorée. Tout semblait si calme et si beau. J'ai regardé cette vidéo pendant 15 minutes. Puis j'en ai regardé une autre. Et encore une autre. Pendant 3 heures, j'ai voyagé en France depuis mon petit appartement de Séoul. J'ai vu Marseille avec son port bleu. J'ai découvert Lyon et ses restaurants traditionnels. J'ai admiré les châteaux de la Loire avec leurs jardins magnifiques. Mon ami, c'était magique pour moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais heureuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans arrêt à la France. Je voulais marcher dans ces rues. Je voulais goûter la nourriture française. Je voulais parler avec les gens là-bas.
Mais il y avait un très gros problème. Je ne parlais pas un mot de français. En Corée, nous apprenons l'anglais à l'école. Mais nous n'apprenons jamais le français. Pour moi, le français était une langue totalement inconnue et mystérieuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une décision. J'allais apprendre le français. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas si c'était possible. Mais j'allais essayer. Mon ami, c'était le début de mon aventure. C'était le premier jour de mon voyage linguistique. À ce moment-là, je ne savais pas que ce serait si difficile. Je ne savais pas combien de fois j'allais vouloir abandonner. Chapitre 2. Quand personne ne croit en toi. Le lundi suivant, j'ai parlé de mon projet à ma famille. Ma mère était dans la cuisine. Elle préparait le déjeuner comme tous les jours. Je lui ai dit que je voulais apprendre le français. Elle a arrêté de couper les légumes. Elle m'a regardé avec des yeux surpris. Puis elle a ri pendant quelques secondes. Elle pensait que je plaisantais. Ma mère m'a dit que j'étais déjà trop vieille pour apprendre une nouvelle langue. Elle a dit que 21 ans était un âge trop avancé. Selon elle, seulement les enfants peuvent vraiment apprendre les langues facilement. Mon ami, ces mots m'ont fait très mal au cœur. Ma propre mère ne croyait pas en moi. Elle ne comprenait pas mon rêve du tout. Mon père a eu la même réaction négative. Il a dit que le français n'était pas utile pour ma carrière. Il a expliqué que l'anglais ou le chinois était plus important pour le travail. Il a ajouté que j'allais perdre mon temps et mon argent. Mon père voulait que je me concentre sur mon emploi actuel. Il voulait que je trouve un mari et que je me marie bientôt. Pour lui, apprendre le français était une idée stupide et inutile. Ma meilleure amie Minji a réagi différemment. Elle ne s'est pas moquée de moi. Mais elle était très sceptique aussi. Elle m'a demandé pourquoi je voulais apprendre cette langue difficile. Elle m'a rappelé que j'avais déjà essayé d'apprendre l'espagnol il y a 2 ans. J'avais abandonné après seulement 3 mois. Minji avait peur que je fasse la même chose avec le français. Elle ne voulait pas que je sois déçue encore une fois. Mon ami, ces réactions négatives m'ont vraiment découragée. Pendant une semaine, j'ai douté de ma décision. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être que j'étais trop vieille. Peut-être que c'était impossible pour moi. Je me sentais très seule avec mon rêve. Personne ne me soutenait. Personne ne me comprenait. Mais ensuite j'ai pensé à quelque chose d'important. J'ai réalisé que c'était ma vie et pas leur vie. J'ai compris que je devais suivre mon cœur. Si je n'essayais pas maintenant, je le regretterais toujours. Mon ami, cette pensée m'a donné beaucoup de courage. J'ai décidé de commencer quand même. J'ai décidé de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. J'allais apprendre le français malgré leurs doutes. Le 1er avril 2022, j'ai commencé officiellement mon apprentissage.
J'ai téléchargé une application sur mon téléphone. Cette application s'appelait Duolingo. Beaucoup de gens connaissent cette application verte avec le hibou. Le premier jour, j'ai appris 5 mots français. Bonjour, merci, oui, non et chat. Ces 5 mots étaient mes premiers pas dans la langue française. Chapitre 3. Quand les progrès sont invisibles. Les 2 premiers mois ont été très étranges pour moi, mon ami. Chaque jour, je passais 30 minutes sur Duolingo. Je répétais les mêmes exercices encore et encore. Je lisais les phrases. J'écoutais les enregistrements. Je traduisais les mots. Mais je ne sentais aucun progrès réel. Mon cerveau semblait refuser cette nouvelle langue. Le français était tellement différent du coréen. En coréen, nous avons un alphabet phonétique très logique. Chaque lettre fait toujours le même son. Mais en français, les règles sont folles selon moi. Par exemple, le mot beaucoup a 8 lettres. Mais on prononce seulement 4 sons. Les lettres ensemble font le son O. C'était vraiment bizarre pour mon cerveau coréen. Je ne comprenais pas pourquoi les Français écrivaient tant de lettres silencieuses. Après 6 semaines, j'ai commencé à me décourager sérieusement. Je connaissais environ 200 mots français. Mais je ne pouvais pas faire une seule phrase correcte. Quand j'essayais de parler, tout se mélangeait dans ma tête. Les règles de grammaire me semblaient impossibles à comprendre. Il y avait le masculin et le féminin pour tous les noms. Il fallait accorder les adjectifs avec les noms. Les verbes changeaient pour chaque personne. Mon ami, c'était comme un puzzle géant avec 1000 pièces. Un soir de mai, j'ai pleuré de frustration. J'avais étudié pendant 45 jours consécutifs. Mais je me sentais toujours comme une débutante totale. Je ne pouvais pas comprendre un seul mot dans les films français. Je ne pouvais pas lire les articles de journaux. Même les livres pour enfants étaient trop difficiles. Je me suis demandé si ma mère avait raison. Peut-être que j'étais vraiment trop vieille pour apprendre. Cette nuit-là, j'ai failli supprimer Duolingo de mon téléphone. J'ai failli tout abandonner complètement. Mais quelque chose m'a arrêté. J'ai repensé à ces vidéos de Paris. J'ai repensé à mon rêve de marcher le long de la Seine. J'ai repensé à toutes ces belles choses que je voulais découvrir. Mon ami, mon rêve était plus fort que ma frustration. J'ai décidé de continuer encore un peu. Le lendemain, j'ai changé ma stratégie d'apprentissage. J'ai compris que Duolingo seul n'était pas suffisant. J'avais besoin de plus d'immersion dans la langue. J'ai commencé à écouter de la musique française pendant mes trajets en métro. Au début, je ne comprenais absolument rien. Les chanteurs parlaient trop vite. Ils utilisaient des mots que je ne connaissais pas. Mais j'écoutais quand même. Je laissais les sons français entrer dans mes oreilles chaque jour. J'ai aussi changé la langue de mon téléphone en français.
Tous mes menus étaient maintenant en français. Paramètres devenaient réglages. Messages et photos restaient identiques. Au début, je me perdais complètement. Je cherchais mes applications pendant 5 minutes. Mais petit à petit, mon cerveau s'est habitué. J'ai commencé à reconnaître les mots automatiquement. Mon ami, cette petite astuce a vraiment aidé mon apprentissage. Chapitre 4. Quand la routine devient l'ennemi. Après 3 mois d'apprentissage, je suis tombée dans une routine ennuyeuse. Chaque jour était exactement pareil. Je me réveillais. Je faisais ma leçon Duolingo. J'écoutais de la musique française. Je regardais 5 minutes de vidéo en français. Puis j'allais travailler. Le soir, je répétais la même chose. Mon ami, ma motivation a commencé à diminuer dangereusement. Le problème était que je n'avais aucun objectif concret. Je ne savais pas pourquoi j'apprenais vraiment. Bien sûr, je voulais aller en France un jour. Mais ce rêve semblait très lointain et irréel. Je n'avais pas assez d'argent pour voyager. Mon travail ne me donnait que 10 jours de vacances par an. La France semblait aussi loin que la Lune pour moi. En juillet 2022, j'ai presque arrêté complètement. Pendant 2 semaines, je n'ai ouvert Duolingo qu'une seule fois. Ma série de jours consécutifs s'est interrompue. J'étais à 98 jours et je suis revenu à 0. Cela m'a rendu très triste. Mais en même temps, je m'en fichais un peu. Mon ami, la passion du début avait complètement disparu. Le français était devenu une corvée et non un plaisir. Un dimanche après-midi, j'ai eu une conversation importante avec moi-même. J'étais assise dans un café près de chez moi. Je buvais un café au lait et je réfléchissais. Pourquoi est-ce que je voulais vraiment apprendre le français? Quelle était ma vraie raison profonde? J'ai pris un papier et j'ai écrit toutes mes réponses. J'ai écrit que je voulais lire Victor Hugo dans la langue originale. J'aimais beaucoup Les Misérables en traduction coréenne. Je rêvais de le lire en français un jour. J'ai aussi écrit que je voulais comprendre les films français sans sous-titres. J'adorais les vieux films avec des acteurs comme Alain Delon. J'ai noté que je voulais faire des amis francophones. Je voulais parler avec des vraies personnes et pas seulement avec des applications. Après avoir écrit tout cela, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. J'ai réalisé que mes raisons étaient bonnes et valables. J'ai compris que je n'apprenais pas pour les autres. Je n'apprenais pas pour mon travail. Je n'apprenais pas pour impressionner quelqu'un. J'apprenais pour moi-même. J'apprenais parce que cela rendait ma vie plus riche et intéressante. Mon ami, cette prise de conscience a tout changé pour moi. J'ai décidé de me donner un objectif concret et mesurable. Dans 6 mois, je voulais passer l'examen DELF A2. Le DELF est le diplôme officiel de français. Le niveau A2 signifie débutant avancé.
L'examen coûtait 120 000 wons coréens. C'était beaucoup d'argent pour moi. Mais je me suis inscrite quand même. Cette inscription m'a forcée à être sérieuse. Je ne pouvais plus abandonner facilement maintenant. Chapitre 5. Quand l'argent manque pour avancer. Après m'être inscrite au DELF, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide professionnelle. Les applications gratuites n'étaient plus suffisantes. Je devais prendre des cours avec un vrai professeur. Mais mon ami, les cours de français à Séoul coûtent très cher. J'ai cherché partout dans ma ville. Tous les instituts demandaient entre 300 000 et 500 000 wons par mois. C'était presque la moitié de mon salaire. Mon salaire mensuel était de 2 400 000 wons à cette époque. Je payais 800 000 wons pour mon loyer. Je dépensais 400 000 wons pour la nourriture et le transport. Je donnais 200 000 wons à mes parents chaque mois. Il me restait environ 1 million wons. Mais je devais économiser pour l'avenir. Je devais aussi acheter des vêtements et payer mes sorties avec mes amis. Les cours de français semblaient impossibles financièrement. J'ai passé 2 semaines à chercher des solutions. J'ai trouvé des professeurs en ligne qui étaient moins chers. Sur une plateforme qui s'appelle Italki, les cours coûtaient entre 8 000 et 15 000 wons pour 60 minutes. C'était beaucoup plus raisonnable pour moi. J'ai regardé les profils de 30 professeurs différents. Certains vivaient en France. D'autres vivaient au Canada ou en Afrique. Ils parlaient tous français couramment. Finalement, j'ai choisi une professeure qui s'appelait Élise. Elle avait 35 ans et elle vivait à Nantes. Nantes est une ville dans l'ouest de la France. Élise enseignait le français en ligne depuis 7 ans. Elle avait plus de 2000 heures d'expérience. Ses commentaires d'étudiants étaient tous très positifs. Elle parlait lentement et clairement. Elle était patiente et encourageante. Son prix était de 12 000 wons par heure. J'ai réservé ma première leçon pour un samedi matin. J'étais tellement nerveuse ce jour-là, mon ami. C'était la première fois que j'allais parler français avec une vraie personne. Mes mains tremblaient avant la leçon. Mon cœur battait très fort. J'avais peur de ne rien comprendre. J'avais peur de paraître stupide. J'avais peur de décevoir Élise. La leçon a commencé à 10 heures. Élise est apparue sur mon écran avec un grand sourire. Elle m'a salué et m'a demandé comment j'allais. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait. Mais je comprenais quelques mots. Bonjour, comment, ça va? J'ai répondu avec des phrases très simples. Je m'appelle Jiwon. Je viens de Corée. J'apprends le français depuis 4 mois. Élise était vraiment gentille et patiente. Quand je ne trouvais pas mes mots, elle attendait. Elle ne me mettait jamais la pression. Quand je faisais une erreur, elle me corrigeait doucement. Elle répétait plusieurs fois si je ne comprenais pas. Pendant 60 minutes,
nous avons parlé de ma vie et de mes raisons d'apprendre le français. Mon ami, à la fin de la leçon, je me sentais si heureuse et fière. J'avais vraiment parlé français avec quelqu'un. Mais il y avait encore le problème de l'argent. Je ne pouvais pas me payer des cours chaque semaine. Même à 12 000 wons par leçon, cela faisait 50 000 wons par mois pour une leçon hebdomadaire. J'ai dû faire des sacrifices dans ma vie. J'ai arrêté d'acheter du café chez Starbucks. Avant, je dépensais 6 000 wons chaque jour pour un latte. Cela faisait 180 000 wons par mois. Maintenant, je préparais mon café à la maison. J'ai aussi arrêté de sortir au restaurant avec mes amis. Avant, je sortais 3 fois par semaine. Chaque sortie coûtait environ 30 000 wons. Cela faisait 360 000 wons par mois. Maintenant, je restais à la maison et je cuisinais moi-même. Mes amis ne comprenaient pas mon changement. Ils pensaient que j'étais devenue avare. Mais je ne me souciais pas de leur opinion. Mon ami, mon français était plus important que les restaurants et le café. Chapitre 6. Quand la solitude pèse trop lourd. Après 6 mois d'apprentissage, j'ai commencé à ressentir une grande solitude. Toutes mes amies sortaient et s'amusaient. Elles allaient au concert. Elles voyageaient en Thaïlande ou au Japon. Elles achetaient de nouveaux vêtements et de nouveaux sacs. Moi, je restais chez moi avec mes livres de français. Je regardais des vidéos de grammaire sur YouTube. Je répétais des phrases dans ma chambre. Un vendredi soir d'octobre 2022, Minji m'a appelé. Elle organisait une fête pour son anniversaire. Tous nos amis allaient venir. Il y aurait de la bonne nourriture et de l'alcool. Elle voulait vraiment que je vienne aussi. Mais la fête était samedi soir. J'avais ma leçon avec Élise samedi matin. Puis je devais étudier pour mon examen d'ELF qui approchait. J'ai dit à Minji que je ne pouvais pas venir. Elle était très déçue et un peu fâchée. Elle m'a dit que je changeais beaucoup ces derniers mois. Elle m'a dit que le français prenait toute ma vie. Elle m'a demandé si une langue était vraiment plus importante que nos amitiés. Mon ami, ces mots m'ont fait très mal. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai raccroché le téléphone et j'ai pleuré. Ce soir-là, j'ai beaucoup réfléchi à mes choix. Est-ce que je faisais une erreur? Est-ce que je sacrifiais trop pour le français? Peut-être que je devais trouver un meilleur équilibre. Peut-être que j'étais devenue trop obsédée par mon apprentissage. Je me sentais vraiment perdue et confuse. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprendrait. Le lendemain, j'ai parlé de mes sentiments à Élise pendant notre leçon. Elle a écouté mon histoire avec beaucoup d'attention. Puis elle m'a raconté sa propre expérience. Quand elle avait 25 ans, elle avait décidé d'apprendre le japonais. Ses amis ne comprenaient pas pourquoi. Ils pensaient que c'était une perte de temps. Pendant 2 ans, elle s'est sentie très seule. Mais elle a continué quand même.
Maintenant, elle parlait japonais couramment. Elle avait même vécu à Tokyo pendant 3 ans. Élise m'a dit quelque chose de très important. Elle m'a expliqué que les vrais amis doivent soutenir nos rêves. Si quelqu'un se moque de nos objectifs, ce n'est peut-être pas un vrai ami. Elle m'a conseillé de chercher des gens qui partageaient ma passion. Elle m'a suggéré de rejoindre des groupes d'apprentissage du français. Mon ami, ces paroles m'ont donné beaucoup de force et de courage. J'ai cherché sur Facebook des groupes coréens pour apprendre le français. J'ai trouvé un groupe qui s'appelait Korean French Learner Seoul. Ce groupe avait 1200 membres. Les gens partageaient des ressources d'apprentissage. Ils posaient des questions de grammaire. Ils organisaient des rencontres pour pratiquer ensemble. J'ai demandé à rejoindre ce groupe. Ma demande a été acceptée le jour même. Le dimanche suivant, j'ai participé à ma première rencontre du groupe. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Honda. Honda est un quartier jeune et artistique de Séoul. Il y avait 12 personnes présentes ce jour-là. Certains apprenaient depuis 6 mois. D'autres apprenaient depuis 5 ans. Nous avons tous parlé en français pendant 2 heures. Mon ami, c'était incroyable de rencontrer des gens comme moi. J'ai particulièrement bien discuté avec une fille qui s'appelait Soyon. Elle avait 26 ans et travaillait dans une banque. Elle apprenait le français depuis 2 ans. Comme moi, sa famille ne comprenait pas sa passion. Comme moi, elle faisait beaucoup de sacrifices financiers. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Nous avons décidé d'étudier ensemble 1 fois par semaine. Mon ami, Soyon est devenu ma meilleure alliée dans cette aventure. Chapitre 7. Quand l'examen approche sans pitié. Novembre 2022 est arrivé très rapidement. Mon examen d'ELF A2 était prévu pour le 15 décembre. J'avais seulement 6 semaines pour me préparer sérieusement. Je me sentais très stressée et anxieuse. L'examen avait 4 parties. Compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale. Chaque partie valait 25 points. Je devais obtenir au moins 50 points sur 100 pour réussir. J'ai acheté 2 livres de préparation au DELF. Chaque livre coûtait 35 000 wons. J'ai aussi acheté des livres audio pour la compréhension orale. Au total, j'ai dépensé 90 000 wons pour le matériel de préparation. C'était beaucoup d'argent, mais c'était nécessaire. Mon ami, je devais absolument réussir cet examen. J'avais investi tant de temps et d'argent déjà. Pendant ces 6 semaines, ma vie est devenue très difficile. Je me levais à 6 heures chaque matin. J'étudiais le français pendant 1 heure avant d'aller travailler. Pendant ma pause déjeuner, j'écoutais des enregistrements audio. Le soir, je rentrais chez moi et j'étudiais encore pendant 3 heures. Les week-ends, je passais 8 heures par jour à étudier. Mon ami, c'était épuisant physiquement et mentalement. Ma mère s'inquiétait pour ma santé.
Elle voyait que je dormais seulement 5 heures par nuit. Elle voyait que je ne mangeais presque plus. Je perdais du poids rapidement. Mes yeux étaient toujours rouges et fatigués. Elle me suppliait d'arrêter cette folie. Elle disait qu'un simple examen de langue ne valait pas ma santé. Mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. J'étais trop proche du but. 2 semaines avant l'examen, j'ai fait un test blanc complet. Un test blanc est un examen d'entraînement avec les mêmes conditions. J'ai chronométré chaque partie exactement. Je n'ai utilisé aucun dictionnaire. Je me suis enregistré pour la production orale. Puis j'ai corrigé mes réponses avec les corrections du livre. Mon ami, j'ai eu un choc terrible. Mon score était de 43 sur 100. J'avais échoué. J'ai pleuré pendant toute la soirée. 2 semaines n'étaient pas suffisantes pour améliorer autant. Je me sentais désespéré et vaincu. Peut-être que j'allais vraiment échouer à l'examen. Peut-être que tout le monde avait raison depuis le début. Peut-être que je n'étais pas faite pour les langues. Mon ami, c'était le moment le plus sombre de tout mon parcours. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Élise. Je lui ai expliqué mon résultat catastrophique. Je lui ai dit que j'avais peur d'échouer. Elle m'a répondu rapidement. Elle m'a expliqué que les tests blancs sont souvent plus difficiles que les vrais examens. Elle m'a dit que j'avais encore 2 semaines pour progresser. Elle m'a proposé de faire 3 leçons supplémentaires pour me préparer. Elle ne m'a même pas fait payer ces leçons. Mon ami, sa générosité et sa gentillesse m'ont vraiment touché. Pendant ces 2 dernières semaines, j'ai travaillé comme jamais auparavant. Élise m'a fait pratiquer la production orale pendant nos leçons. Elle m'a donné des astuces pour la compréhension écrite. Elle m'a appris à gérer mon temps pendant l'examen. Elle m'a redonné confiance en mes capacités. Soyon m'a aussi beaucoup aidé. Nous nous sommes rencontrés 4 fois pour pratiquer ensemble. Nous faisions des exercices de compréhension orale. Nous nous posions des questions en français. Mon ami, sans ces 2 personnes, j'aurais sûrement abandonné. Chapitre 8. Quand le jour J devient réalité. Le 15 décembre 2022 est arrivé. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Je n'avais pas bien dormi cette nuit. Mon cœur battait très fort. Mes mains étaient froides et moites. J'ai bu un café, mais je ne pouvais rien manger. Mon estomac était trop noué par le stress. L'examen commençait à 9 heures à l'Institut français de Séoul. Le trajet en métro durait 40 minutes depuis chez moi. Je suis arrivé à l'Institut à 8 heures. Il y avait déjà beaucoup de candidats qui attendaient. Certains étaient jeunes comme moi. D'autres étaient plus âgés. Quelques personnes révisaient leurs notes. D'autres parlaient entre eux en français. Moi, je restais silencieuse dans mon coin. Je respirais profondément pour calmer mon anxiété.
Mon ami, ces dernières minutes avant l'examen étaient interminables. À 9 heures précises, les surveillants nous ont appelés. Nous sommes entrés dans une grande salle de classe. Il y avait 45 candidats au total. Nous nous sommes assis à des tables individuelles. Les surveillants ont distribué les feuilles d'examen. Elles nous ont expliqué les règles en coréen et en français. Pas de téléphone. Pas de dictionnaire. Pas de discussion. Si nous trichions, nous serions disqualifiés immédiatement. La première épreuve était la compréhension orale. Elle durait 25 minutes. Nous devions écouter 4 enregistrements différents. Après chaque enregistrement, nous répondions à des questions. Les 2 premiers enregistrements étaient des conversations simples. Une personne appelait un restaurant pour réserver. Un client achetait des billets de train. Je comprenais presque tout. Je me sentais confiante. Mais le 3e enregistrement était plus difficile. C'était une interview radio avec un auteur français. Il parlait de son nouveau livre. Il utilisait des mots compliqués que je ne connaissais pas. Il parlait aussi très rapidement. Mon ami, j'ai paniqué un peu pendant cette partie. J'ai dû deviner plusieurs réponses. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris les questions. Après la compréhension orale, nous avons eu 15 minutes de pause. Je suis sorti prendre l'air. Soyon était là aussi. Elle passait le même examen que moi. Nous avons discuté rapidement. Elle trouvait aussi que le 3e enregistrement était difficile. Cela me rassurait un peu. Au moins je n'étais pas la seule. Mon ami, nous nous sommes encouragés mutuellement avant de retourner dans la salle. La 2e épreuve était la compréhension écrite. Elle durait 45 minutes. Nous devions lire 4 textes et répondre à des questions. Le premier texte était une publicité pour un festival de musique. Le deuxième était un article de journal sur les vélos à Paris. Le troisième était une lettre personnelle. Le quatrième était un extrait de roman. J'ai trouvé cette partie plus facile que la compréhension orale. Je pouvais relire les textes plusieurs fois. Je pouvais prendre mon temps pour comprendre. Ensuite, il y avait une pause de 30 minutes pour déjeuner. J'avais apporté un sandwich. Mais je ne pouvais toujours pas manger beaucoup. Mon estomac était encore noué. J'ai mangé seulement la moitié de mon sandwich. J'ai bu beaucoup d'eau pour me calmer. Mon ami, les 2 épreuves les plus difficiles arrivaient maintenant. La production écrite et la production orale. La production écrite durait 45 minutes. Nous devions écrire 2 textes. Le premier était un message pour décrire un événement. Le deuxième était une lettre formelle pour faire une réclamation. J'avais bien pratiqué ces exercices avec Élise. Je connaissais la structure à utiliser.
J'ai écrit environ 150 mots pour chaque texte. J'ai vérifié mes accords et ma grammaire. Mon ami, j'ai utilisé chaque minute disponible pour améliorer mes textes. La dernière épreuve était la production orale. Nous passions un par un devant un jury. Chaque candidat avait 10 minutes de préparation puis 10 minutes d'entretien. J'attendais mon tour dans le couloir. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Finalement, mon nom a été appelé. Je suis entré dans une petite salle. Il y avait 2 examinatrices. Elles souriaient, mais elles avaient l'air strictes. Pendant 10 minutes, j'ai dû parler de différents sujets. D'abord, je me suis présenté. Ensuite, j'ai parlé de mes loisirs et de ma famille. Puis j'ai tiré une carte avec un sujet. Mon sujet était les vacances idéales. J'ai dû parler pendant 3 minutes de ce sujet. Ensuite, les examinatrices m'ont posé des questions. Elles voulaient savoir où je voulais partir. Avec qui je voyagerais. Quel budget je prévoyais. Mon ami, mes mains tremblaient pendant toute cette épreuve. Quand c'était fini, je suis sorti de la salle complètement épuisé. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Mes jambes étaient faibles. Ma tête tournait un peu. Je suis rentré chez moi dans le métro. Je me suis endormi immédiatement en arrivant. Mon ami, c'était la journée la plus stressante de ma vie jusqu'à maintenant. Chapitre 9. Quand l'attente devient insupportable. Les résultats devaient arriver par email dans 4 semaines. 4 semaines semblaient une éternité pour moi, mon ami. Chaque jour, je vérifiais ma boîte email 10 fois. Chaque jour, il n'y avait rien. Je devenais de plus en plus anxieuse et impatiente. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à l'examen. Avais-je réussi ou échoué? Cette question tournait sans arrêt dans ma tête. Pendant cette période d'attente, je n'ai pas étudié beaucoup le français. J'étais trop fatiguée mentalement. J'avais besoin d'une pause. Je me sentais vidée de toute énergie. Je regardais des séries coréennes sur Netflix. Je dormais beaucoup. Je passais du temps avec ma famille. Mon ami, mon cerveau avait besoin de repos après ces mois de travail intense. Soyon m'appelait souvent pour parler. Elle était aussi très stressée par l'attente. Nous imaginions tous les scénarios possibles. Si nous réussissions, nous ferions une grande fête ensemble. Si nous échouions, nous recommencerions l'année suivante. Nous essayions de nous rassurer mutuellement. Mais en réalité, nous étions toutes les deux très inquiètes. Mon ami, l'incertitude est vraiment la pire des tortures. Le 10 janvier 2023, j'ai reçu l'email tant attendu. C'était un mardi matin. J'étais au travail devant mon ordinateur. J'ai vu la notification sur mon téléphone. Institut français de Séoul, résultat DELF A2. Mon cœur a fait un bond énorme.
Mes mains ont commencé à trembler violemment. J'ai attendu 5 minutes avant d'ouvrir l'email. J'avais trop peur de regarder. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai ouvert l'email lentement. Il y avait un fichier PDF attaché. J'ai téléchargé le fichier. J'ai ouvert le document. Mon ami, je n'oublierai jamais ce moment pour le reste de ma vie. En grosses lettres noires, il y avait écrit admis. J'avais obtenu 67 points sur 100. Compréhension orale 18 sur 25. Compréhension écrite 20 sur 25. Production écrite 14 sur 25. Production orale 15 sur 25. J'ai crié de joie au milieu du bureau. Tous mes collègues m'ont regardé avec des yeux surpris. Je m'en fichais complètement. Je venais de réussir mon premier examen officiel de français. Après 9 mois de travail difficile, j'avais enfin une preuve concrète de mes progrès. Mon ami, c'était le plus beau jour depuis le début de mon apprentissage. J'étais si heureuse que j'ai pleuré de bonheur. J'ai immédiatement appelé Soyon. Elle aussi avait reçu ses résultats. Elle aussi avait réussi avec 71 points. Nous avons crié ensemble au téléphone. Nous étions folles de joie. Nous avons décidé de nous retrouver le soir même pour célébrer. Nous sommes allés dans un restaurant français à Gangnam. C'était un restaurant cher, mais nous ne nous préoccupions pas du prix ce soir-là. Mon ami, nous avons mangé de la ratatouille et du coq au vin. Nous avons bu du vin rouge français. Nous nous sentions comme de vraies Françaises. Le lendemain, j'ai annoncé la nouvelle à ma famille. Ma mère était surprise mais contente. Elle voyait que j'étais vraiment heureuse. Elle a commencé à comprendre que le français était important pour moi. Mon père était fier aussi, même s'il ne le disait pas directement. Il m'a donné 100 000 wons pour me féliciter. Mon ami, leurs réactions positives m'ont fait très plaisir. Enfin ils commençaient à me soutenir. J'ai aussi partagé la nouvelle avec Élise pendant notre leçon suivante. Elle était tellement heureuse pour moi. Elle m'a dit qu'elle était fière de mon travail et de ma persévérance. Elle m'a encouragé à continuer vers le niveau B1. Mon amie, Élise était devenue plus qu'une professeure pour moi. Elle était devenue une amie et une mentor. Sans elle, je n'aurais jamais réussi cet examen. Chapitre 10. Quand la motivation disparaît après le succès. Après avoir réussi le DELF 2, je me suis retrouvée dans une situation étrange. J'avais atteint mon objectif. Maintenant, je me demandais ce que j'allais faire ensuite. Devais-je continuer vers le niveau B1? Devais-je prendre une pause? Mon ami, j'étais perdu sans objectif clair devant moi. C'est un problème que beaucoup d'apprenants rencontrent après un succès. Pendant tout le mois de janvier, je n'ai presque pas étudié. J'ouvrais Duolingo de temps en temps. Je regardais quelques vidéos YouTube.
Mais je n'avais plus la discipline et la régularité d'avant. Ma motivation était complètement partie. J'avais l'impression d'avoir terminé une course marathon. Mon ami, mon corps et mon esprit avaient besoin de repos. Ils refusaient de travailler davantage. En février, ma routine de français s'est complètement arrêtée. Je ne prenais plus de leçons avec Élise. Je n'allais plus aux rencontres du groupe Korean French Learner. Je ne pratiquais plus avec Soyon. Le français était devenu absent de ma vie quotidienne. Une semaine passait sans que je lise un seul mot en français. Mon ami, c'était vraiment dangereux pour mon niveau. Quand on arrête de pratiquer, on oublie très vite. Un jour, j'ai essayé de regarder un film français. C'était un film que j'avais déjà vu avec des sous-titres coréens avant. Je pensais que je pourrais le comprendre maintenant sans sous-titres. Mon ami, quelle déception terrible. Je ne comprenais presque rien. Les acteurs parlaient beaucoup trop vite. Ils utilisaient des expressions familières inconnues. Je devais me concentrer intensément juste pour saisir l'idée générale. Cette expérience m'a fait réaliser quelque chose d'important. Le niveau A2 n'était que le début. J'étais loin d'être capable de fonctionner réellement en français. Je ne pouvais pas avoir une conversation normale avec un natif. Je ne pouvais pas lire un journal ou un livre sans difficulté. Je ne pouvais pas écouter la radio. Mon ami, j'avais encore un très long chemin devant moi. Cette prise de conscience m'a donné un nouveau but. Je voulais atteindre le niveau B1 avant la fin de l'année 2023. Le niveau B1 signifie intermédiaire. À ce niveau, on peut avoir des conversations sur des sujets familiers. On peut comprendre les points principaux d'un texte. On peut raconter des expériences et des événements. Mon ami, c'était le niveau dont j'avais vraiment besoin pour utiliser le français dans la vie réelle. Début mars, j'ai repris contact avec Élise. Je lui expliquai que je voulais préparer le DELF B1. Elle était très heureuse de me revoir. Nous avons repris nos leçons hebdomadaires. Mais cette fois, le contenu était plus difficile. Nous lisions des articles de journaux. Nous discutions de sujets complexes comme la politique et l'environnement. Nous travaillions sur des textes argumentatifs. Mon ami, mon cerveau était vraiment challengé maintenant. J'ai aussi changé mes méthodes d'apprentissage. J'ai arrêté d'utiliser Duolingo complètement. Cette application était bonne pour les débutants. Mais pour le niveau B1, j'avais besoin d'autres outils. J'ai commencé à lire des livres simplifiés en français. Ce sont des livres écrits spécialement pour les apprenants. Le vocabulaire est contrôlé. Les phrases sont plus courtes. Mais les histoires sont intéressantes. Mon ami, j'ai lu 12 livres entre mars et juin 2023. J'ai aussi trouvé une ressource formidable sur YouTube. C'était une chaîne qui s'appelait InneFrench. Le créateur s'appelle Hugo.
Il parle de sujets intéressants en français facile. Il parle lentement et clairement. Il explique les mots difficiles. Chaque vidéo dure environ 20 minutes. Mon ami, cette chaîne est devenue ma meilleure amie. J'écoutais Hugo tous les jours pendant mes trajets en métro. Chapitre 11. Quand le plateau d'apprentissage frappe fort. Après 3 mois d'études intensives pour le B1, j'ai rencontré un problème frustrant. Mon niveau ne semblait plus progresser. Chaque semaine, j'étudiais beaucoup. Mais mes capacités restaient les mêmes. Mon ami, les linguistes appellent cela le plateau d'apprentissage. C'est un moment où on stagne malgré tous nos efforts. C'est très démotivant et décourageant. En juin 2023, je pouvais avoir des conversations basiques. Je pouvais exprimer mes opinions simples. Je pouvais raconter ce que j'avais fait hier. Mais je n'arrivais pas à aller plus loin. Quand je voulais exprimer des idées complexes, je restais bloqué. Les mots ne venaient pas. Les structures grammaticales m'échappaient. Mon ami, c'était comme si j'avais atteint un mur invisible. Je tapais contre ce mur encore et encore. Le problème principal était mon vocabulaire limité. J'avais appris environ 2500 mots. C'est suffisant pour le niveau A2. Mais pour le B1, il faut connaître entre 4000 et 5000 mots. J'avais besoin de doubler mon vocabulaire. Mon ami, apprendre autant de mots nouveaux semblait une montagne impossible à escalader. Chaque jour, j'apprenais 10 mots nouveaux. Mais le lendemain, j'oubliais la moitié. J'ai essayé différentes méthodes pour mémoriser le vocabulaire. D'abord, j'ai utilisé des cartes mémoire sur Anki. Anki est une application de répétition espacée. Elle te montre les mots au bon moment pour que tu les mémorises. J'ai créé 1000 cartes avec des mots français. Chaque jour, je révisais 50 cartes. Mon ami, c'était efficace mais terriblement ennuyeux. Après 2 semaines, j'ai arrêté car c'était trop monotone. Ensuite, j'ai essayé d'apprendre les mots dans leur contexte. Je lisais des textes et je soulignais les mots inconnus. Puis je créais des phrases personnelles avec ces mots. Par exemple, le mot mélancolique. Au lieu de juste mémoriser la définition, j'écrivais une phrase. Quand il pleut, je me sens mélancolique et je pense à ma grand-mère. Mon ami, cette méthode était meilleure. Les mots restaient plus longtemps dans ma mémoire. Mais le problème du plateau persistait. En juillet, j'ai fait un test de niveau en ligne. Le résultat disait que j'étais toujours au niveau A2 avancé. Pas encore B1. Mon ami, j'étais tellement frustré. J'avais étudié pendant 4 mois pour le B1. Et je n'avais toujours pas progressé d'un niveau. Je commençais à douter sérieusement de mes capacités. Peut-être que j'avais atteint mon maximum. Peut-être que mon cerveau ne pouvait pas aller plus loin. J'en ai parlé à Élise pendant une leçon.
Elle m'a expliqué que le plateau était normal et temporaire. Elle m'a dit que tout le monde passe par cette phase. Elle m'a raconté qu'elle-même avait stagné pendant 6 mois quand elle apprenait le japonais. Puis soudainement, elle avait fait un grand bond en avant. Mon amie, Élise m'a conseillé d'être patiente. Elle m'a dit de continuer à étudier, sans me focaliser sur les résultats. Elle m'a aussi suggéré de varier mes activités d'apprentissage. Si je lisais trop, je devais écouter plus. Si j'écoutais trop, je devais parler plus. Le cerveau a besoin de stimulations diverses pour progresser. Mon ami, j'ai suivi ses conseils. J'ai commencé à regarder des séries françaises sur Netflix. J'ai commencé à écrire un journal personnel en français. J'ai rejoint un groupe de conversation en ligne avec d'autres apprenants internationaux. Petit à petit, quelque chose a changé. En août, j'ai remarqué que je comprenais mieux les vidéos YouTube. Les mots venaient plus facilement quand je parlais. Mon ami, le plateau commençait à se briser. Mon cerveau avait absorbé toutes ces informations en silence. Maintenant, tout remontait à la surface naturellement. C'était magique de sentir ce changement. Chapitre 12. Quand l'argent devient un obstacle majeur. En septembre 2023, j'ai décidé de m'inscrire au DELF B1. L'examen coûtait 150 000 wons. Plus cher que le A2. J'ai aussi acheté 3 livres de préparation pour 120 000 wons. Au total, je devais payer 270 000 wons. Mon ami, c'était presque mon salaire d'une semaine. Mais ce n'était pas le seul problème d'argent que j'avais. Mes leçons avec Élise coûtaient maintenant 200 000 wons par mois. J'avais augmenté à 2 leçons par semaine au lieu d'une. Mon abonnement à la bibliothèque française en ligne coûtait 15 000 wons par mois. Mon abonnement Netflix pour regarder des séries françaises coûtait 13 000 wons par mois. Mon ami, le français me coûtait environ 500 000 wons chaque mois maintenant. C'était énorme pour mon budget limité. J'ai dû faire encore plus de sacrifices. J'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs. Pendant 6 mois, je n'ai acheté aucun habit. J'ai arrêté de me faire couper les cheveux au salon. Je les coupais moi-même à la maison. J'ai arrêté d'utiliser des cosmétiques chers. J'achetais seulement les produits basiques au supermarché. Mon ami, ma vie était devenue très simple et austère. Tout mon argent allait aux Français. Mes collègues au bureau ont commencé à faire des commentaires. Ils remarquaient que je portais toujours les mêmes vêtements. Ils voyaient que j'apportais mon déjeuner tous les jours au lieu d'aller au restaurant. Certains pensaient que j'avais des problèmes financiers. D'autres pensaient que j'étais devenu vraiment avare. Mon ami, leur jugement me blessait. Mais je ne pouvais pas leur expliquer. Ils ne comprendraient jamais ma passion pour le français. Un jour, ma meilleure amie d'enfance m'a invitée à son mariage. Le mariage était prévu pour novembre. Elle voulait que je sois une de ses demoiselles d'honneur. Être demoiselle d'honneur signifiait acheter une robe spéciale.
La robe coûtait 300 000 wons. Il fallait aussi contribuer au cadeau de groupe. Environ 100 000 wons de plus. Mon ami, je n'avais pas 400 000 wons de libre. J'ai dû dire non à mon amie. Elle était très déçue et blessée. Cette situation m'a vraiment fait réfléchir. Est-ce que je faisais trop de sacrifices? Est-ce que le français valait vraiment de perdre mes amitiés? Mon ami, j'étais vraiment tiraillée. D'un côté, j'aimais le français passionnément. De l'autre côté, je voulais maintenir mes relations sociales. Je ne savais plus quoi faire. J'avais besoin de trouver un meilleur équilibre. J'ai décidé de chercher des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. J'ai commencé à faire du travail freelance le week-end. Je traduisais des documents du coréen à l'anglais. Ce n'était pas du français, mais j'utilisais mes compétences linguistiques. Je gagnais environ 200 000 wons par mois avec ce travail extra. Mon ami, cela m'aidait beaucoup à financer mes études de français. Mais c'était aussi très fatigant. Je n'avais presque plus de temps libre. Heureusement, j'ai découvert des ressources gratuites sur Internet. J'ai trouvé des podcasts français gratuits. J'ai trouvé des chaînes YouTube éducatives. J'ai trouvé des groupes d'échange linguistique gratuits. Mon ami, ces ressources m'ont permis de réduire un peu mes dépenses. Je pouvais apprendre sans toujours payer. Mais les cours avec Élise restaient essentiels. Je ne pouvais pas les abandonner. Elle m'apportait trop. Chapitre 13. Quand la famille ne comprend toujours pas. En octobre 2023, ma mère a organisé un dîner de famille. Tous mes oncles et tantes étaient présents. Mes cousins et cousines aussi. C'était une réunion familiale traditionnelle. Pendant le repas, ma tante m'a posé des questions sur ma vie. Elle voulait savoir si j'avais un petit ami. Elle voulait savoir quand je pensais me marier. Mon ami, ces questions sont typiques en Corée pour les femmes de 24 ans. J'ai répondu que je n'avais pas de petit ami. Je n'avais pas le temps pour cela. J'étais concentrée sur mes études de français. Ma tante a froncé les sourcils. Elle a dit que le français ne me trouverait pas un mari. Elle a dit que je gaspillais ma jeunesse sur des choses inutiles. Elle a ajouté que je devais être plus pratique et réaliste. Mon ami, ces paroles m'ont vraiment énervée. Mais je suis restée polie et silencieuse. Puis mon oncle a commencé à parler. Il a dit qu'apprendre le français était bien pour un hobby. Mais ce ne devait pas devenir une obsession. Il a suggéré que je trouve un travail mieux payé à la place. Il connaissait quelqu'un qui recrutait dans une grande entreprise. Le salaire serait de 3 500 000 wons par mois. Mon ami, c'était beaucoup plus que mon salaire actuel de 2 600 000 wons. Mais je devrais travailler 60 heures par semaine. Je n'aurai plus de temps pour le français. J'ai refusé poliment son offre. J'ai expliqué que j'étais heureuse dans mon travail actuel.
Mon oncle a secoué la tête avec désapprobation. Il a dit que je faisais une grosse erreur. Que je le regretterais plus tard. Mon ami, toute ma famille me regardait avec des yeux critiques. Ils ne comprenaient absolument pas mes choix de vie. Ils pensaient que j'étais stupide et immature. Après ce dîner, je me suis sentie vraiment seule et incomprise. Même après presque 2 ans d'apprentissage, ma famille ne me soutenait pas. Ils voyaient seulement que je sacrifiais de l'argent et du temps. Ils ne voyaient pas ma passion et mon bonheur. Ils ne voyaient pas comment le français enrichissait ma vie. Mon ami, c'était vraiment douloureux de ne pas avoir leur approbation. Le lendemain, j'ai eu une longue conversation avec ma mère. Je lui ai expliqué pourquoi le français était si important pour moi. Je lui ai dit que mon travail au bureau me rendait malheureuse. Que je me sentais vide et sans but. Le français me donnait une raison de me lever le matin. Il me donnait de l'espoir et de la joie. Mon ami, j'ai parlé du fond de mon cœur pour la première fois. Ma mère m'a écouté attentivement. Pour la première fois, elle semblait vraiment essayer de comprendre. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour mon avenir. Elle avait peur que je finisse seule et pauvre. Mais elle pouvait voir maintenant à quel point j'étais sérieuse. Elle m'a fait promettre une chose. Si dans 1 an, le français ne m'apportait rien de concret, je devrais reconsidérer mes choix. Mon ami, j'ai accepté cette condition. J'avais 1 an pour prouver que le français valait mes sacrifices. Cette conversation m'a motivé encore plus. J'avais maintenant une deadline claire. 1 an pour montrer des résultats concrets. Je devais non seulement réussir le DELF B1. Je devais aussi trouver une utilisation pratique pour mon français. Peut-être un nouveau travail. Peut-être un projet créatif. Mon ami, je ne savais pas encore comment. Mais j'étais déterminée à réussir. Chapitre 14. Quand les progrès deviennent enfin visibles. En novembre 2023, j'ai passé l'examen DELF B1. Cette fois, j'étais beaucoup moins stressée qu'OA2. J'avais plus d'expérience. Je connaissais le format de l'examen. Je savais à quoi m'attendre. Mon ami, j'étais confiante dans mes capacités. J'avais travaillé dur pendant 8 mois. J'étais prête. Les résultats sont arrivés en décembre. J'avais réussi avec 73 points sur 100. Compréhension orale 19 sur 25. Compréhension écrite 21 sur 25. Production écrite 16 sur 25. Production orale 17 sur 25. Mon ami, c'était un très bon score. J'étais officiellement au niveau intermédiaire maintenant. J'avais franchi une étape importante dans mon apprentissage. Mais plus important que le diplôme, je sentais de vrais changements dans ma vie. Je pouvais maintenant regarder des films français et comprendre environ 70%. Je pouvais lire des articles de journaux sans dictionnaire. Je pouvais écrire des textes de plusieurs pages.
Je pouvais avoir des conversations de 30 minutes en français. Mon ami, le français n'était plus une langue étrangère mystérieuse. Il devenait une partie de moi. J'ai aussi commencé à utiliser le français de manière créative. J'ai ouvert un compte Instagram où je partageais mon parcours d'apprentissage. Je postais en français et en coréen. Je donnais des conseils aux débutants. Je partageais des ressources utiles. Mon ami, en 2 mois, j'avais 500 abonnés. Ces gens me suivaient parce qu'ils s'identifiaient à mon histoire. Ils étaient aussi des apprenants comme moi. Un jour, une entreprise de tourisme m'a contacté via Instagram. Ils organisaient des voyages en France pour les Coréens. Ils cherchaient quelqu'un pour écrire du contenu sur leur blog. Des articles sur la culture française, les destinations, les conseils de voyage. Ils me proposaient 50 000 wons par article. Mon ami, j'étais tellement excitée. C'était la première fois que je gagnais de l'argent grâce au français. J'ai écrit mon premier article en décembre. Il parlait des marchés de Noël en France. J'ai fait des recherches approfondies. J'ai regardé des vidéos. J'ai lu des blogs français. Puis j'ai écrit un texte de 1500 mots en coréen. Mon ami, cet article a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens l'ont lu et commenté. L'entreprise était très satisfaite de mon travail. Ils m'ont commandé 3 autres articles pour janvier. Cette opportunité m'a donné une nouvelle perspective. Le français pouvait vraiment m'apporter des avantages concrets. Ce n'était pas juste un hobby coûteux. C'était une compétence valorisable. Mon ami, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir professionnel. Peut-être que je pouvais travailler dans le tourisme. Peut-être que je pouvais devenir traductrice. Peut-être que je pouvais enseigner le français. Les possibilités semblaient soudain infinies. En décembre, j'ai aussi eu une conversation importante avec Soyon. Elle avait réussi son B1 aussi. Nous parlions de nos projets futurs. Soyon voulait faire un voyage en France l'année suivante. Elle économisait de l'argent depuis des mois. Mon ami, son idée m'a inspiré. Pourquoi pas moi aussi? Pourquoi ne pas planifier un vrai voyage en France? Ce serait la récompense ultime après 2 ans d'efforts. J'ai commencé à calculer combien d'argent je devais économiser. Un billet d'avion Séoul-Paris coûtait environ 1 200 000 wons. L'hébergement pour 2 semaines coûtait environ 1 million wons. La nourriture et les transports coûtaient environ 800 000 wons. Mon ami, au total, je devais économiser 3 billions wons. C'était beaucoup d'argent. Mais si j'économisais 250 000 wons par mois, je pourrais y aller dans 1 an. En décembre 2024. Chapitre 15. Quand le burn-out menace vraiment. Janvier 2024 a commencé avec beaucoup d'énergie et d'optimisme. J'avais mon diplôme B1. J'avais un petit travail d'écriture.
J'avais un objectif de voyage. Tout semblait parfait. Mais mon ami, je faisais une grosse erreur. Je m'étais lancé dans trop de choses en même temps. Je travaillais à temps plein. J'étudiais le français 3 heures par jour. J'écrivais des articles de blog. Je faisais du travail freelance de traduction. Je n'avais presque plus de temps pour dormir. En février, mon corps a commencé à montrer des signes d'épuisement. Je me réveillais fatigué même après 8 heures de sommeil. J'avais des maux de tête constants. Mon estomac me faisait mal. Je n'avais plus d'appétit. Mon ami, je perdais du poids rapidement. En 3 semaines, j'ai perdu 4 kilogrammes. Mes vêtements devenaient trop grands. Mes amis remarquaient que je n'avais pas l'air bien. Mais je refusais d'écouter mon corps. Je pensais que je pouvais continuer comme cela. Je me disais que je dormirais quand j'aurais atteint mes objectifs. Mon ami, c'était vraiment stupide de ma part. Le corps humain a des limites. On ne peut pas le pousser indéfiniment sans conséquence. J'allais bientôt apprendre cette leçon de manière dure. Un mardi de mars, je me suis effondré au bureau. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Soudain, tout est devenu noir. Je me suis évanoui à ma place. Mes collègues ont appelé une ambulance. On m'a emmené à l'hôpital d'urgence. Mon ami, c'était vraiment effrayant. Je ne me souvenais de rien. Je me suis réveillé à l'hôpital 2 heures plus tard. Le médecin m'a expliqué que j'avais fait un malaise vagal. C'était dû au stress et à l'épuisement. Mon corps me forçait à m'arrêter. Il m'a ordonné de prendre une semaine de repos complet. Pas de travail. Pas d'ordinateur. Pas d'études. Mon ami, j'ai pleuré en entendant cela. Je ne voulais pas arrêter le français. J'avais peur de perdre mes progrès. J'avais peur de décevoir mes lecteurs sur Instagram. Mais je n'avais pas le choix. Ma santé était plus importante que tout. J'ai pris une semaine de congé maladie au travail. J'ai arrêté tous mes projets temporairement. Je suis resté chez mes parents pour me reposer. Mon ami, cette semaine a été difficile mentalement. Je me sentais coupable de ne rien faire. Je me sentais comme une ratée. Mais mon corps avait désespérément besoin de ce repos. Pendant cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réalisé que j'avais perdu l'équilibre dans ma vie. Le français était devenu une obsession malsaine. Je sacrifiais ma santé, mes relations, mon bien-être. Mon ami, ce n'était pas durable. Je devais trouver une manière plus saine de poursuivre ma passion. Je devais apprendre à me fixer des limites raisonnables. Quand je suis revenu au travail, j'ai fait des changements importants. J'ai réduit mes leçons avec Élise à 1 par semaine au lieu de 2. J'ai réduit mon temps d'études quotidien à 1 heure au lieu de 3.
J'ai arrêté le travail freelance de traduction. Mon ami, j'ai choisi la qualité plutôt que la quantité. Mieux valait étudier 1 heure avec concentration que 3 heures avec fatigue. J'ai aussi commencé à prendre soin de ma santé. Je me suis inscrite à une salle de sport. J'allais faire de l'exercice 3 fois par semaine. Je cuisinais des repas sains et équilibrés. Je dormais au moins 7 heures chaque nuit. Mon ami, ces changements ont fait une énorme différence. En 2 mois, j'avais retrouvé mon énergie. Je me sentais mieux physiquement et mentalement. Chapitre 16. Quand la communauté devient essentielle. Après mon burn-out, j'ai réalisé l'importance de la communauté. Je ne pouvais pas apprendre le français complètement seul. J'avais besoin d'autres personnes pour me motiver et me soutenir. Mon ami, les humains sont des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion et d'appartenance. C'est vrai aussi dans l'apprentissage des langues. En avril 2024, j'ai commencé à aller régulièrement aux rencontres Korean French Learner. Avant, j'y allais 1 fois par mois. Maintenant, j'y allais chaque semaine. Ces rencontres me donnaient l'occasion de pratiquer mon français oral. Mais plus important, elles me connectaient avec des gens qui partageaient ma passion. Mon ami, c'était réconfortant de ne pas être seul dans cette aventure. J'ai aussi créé un petit groupe d'études avec 3 autres personnes. Il y avait Soyon bien sûr. Il y avait aussi Minot, un homme de 30 ans qui travaillait dans l'informatique. Et Yejin, une étudiante de 22 ans qui voulait étudier en France. Nous nous rencontrions chaque samedi pendant 2 heures. Nous parlions seulement en français pendant ces rencontres. Mon ami, c'était parfois difficile mais toujours enrichissant. Pendant nos sessions, nous faisions des activités variées. Parfois nous regardions un court-métrage français ensemble. Puis nous en discutions. Parfois nous lisions un article de journal. Chacun exprimait son opinion sur le sujet. Parfois nous jouions à des jeux en français. Mon ami, ces activités rendaient l'apprentissage amusant et social. Ce n'était plus une tâche solitaire et ennuyeuse. Mon compte Instagram continuait aussi à grandir. En mai 2024, j'avais 2000 abonnés. Beaucoup de gens me contactaient pour me poser des questions. Ils voulaient des conseils sur comment commencer le français. Ils voulaient savoir quelle application utiliser. Ils voulaient des recommandations de professeurs. Mon ami, j'essayais de répondre à chacun personnellement. Leur enthousiasme me motivait énormément. Un jour, une abonnée m'a envoyé un long message. Elle s'appelait Yuna et elle avait 19 ans. Elle venait de commencer le français 2 mois avant. Mais elle voulait déjà abandonner. C'était trop difficile pour elle. Sa famille ne la soutenait pas. Elle se sentait seule et démotivée. Mon ami, son message m'a profondément touchée. C'était exactement mon histoire il y a 2 ans. J'ai répondu à Yuna avec beaucoup de soin.
Je lui ai raconté mon propre parcours. Je lui ai dit que les moments difficiles étaient normaux. Que tout le monde voulait abandonner parfois. Mais que si elle continuait, elle ne le regretterait jamais. Mon amie, j'ai partagé toutes mes astuces et mes ressources avec elle. Je voulais l'aider comme Élise m'avait aidé. Yuna et moi sommes devenus amis virtuels. Nous nous écrivions souvent. Nous partagions nos progrès et nos frustrations. Elle me disait que mes messages l'aidaient à continuer. Mon ami, aider Yuna m'a fait réaliser quelque chose d'important. Mon parcours pouvait inspirer d'autres personnes. Je pouvais utiliser mon expérience pour aider la communauté d'apprenants. C'était une manière de donner en retour tout ce que j'avais reçu. J'ai commencé à partager plus de contenu éducatif sur Instagram. Je créais des posts sur la grammaire française. J'expliquais des expressions idiomatiques. Je donnais des conseils de prononciation. Mon ami, mes posts recevaient beaucoup d'engagement. Les gens commentaient et partageaient. Ils me disaient que mon contenu était utile. Cela me donnait beaucoup de satisfaction et de fierté. Chapitre 17. Quand le rêve se concrétise enfin. En juin 2024, j'ai eu assez d'argent pour acheter mon billet d'avion. J'avais économisé 3 200 000 wons en 6 mois. C'était plus que mon objectif initial. Mon ami, quand j'ai cliqué sur le bouton acheter, mes mains tremblaient. J'allais vraiment aller en France. Mon rêve de 3 ans allait devenir réalité. C'était incroyable et effrayant en même temps. J'ai planifié mon voyage pour décembre 2024. Je prendrai 2 semaines de vacances. J'irai d'abord à Paris pendant 5 jours. Puis à Lyon pendant 3 jours. Puis à Marseille pendant 3 jours. Et finalement 3 jours de nouveau à Paris. Mon ami, j'ai passé des heures à planifier chaque détail. Quel musée visiter? Quel restaurant essayer? Quelle ruse explorer? J'étais comme une enfant excitée avant Noël. Mais j'avais aussi beaucoup d'anxiété. Est-ce que mon français serait suffisant? Est-ce que je pourrais vraiment communiquer avec les Français? Et si je me perdais? Et si je ne comprenais rien? Mon ami, toutes ces peurs tournaient dans ma tête. J'ai parlé de mes inquiétudes à Élise pendant une leçon. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit que mon français était largement suffisant pour voyager. Pour me préparer au voyage, j'ai commencé à étudier du vocabulaire spécifique. Les mots pour l'aéroport, l'hôtel, le restaurant, le transport. J'ai appris des phrases utiles pour demander mon chemin. Pour commander de la nourriture. Pour acheter des billets. Mon ami, je voulais être prête pour toutes les situations possibles. Je ne voulais pas être perdue ou confuse en France. J'ai aussi commencé à regarder des vlogs de voyage en France. Des youtubeurs coréens qui avaient visité Paris. Des blogueurs français qui montraient leur ville.
Ces vidéos me donnaient un aperçu de ce qui m'attendait. Mon ami, plus je regardais, plus mon excitation grandissait. Dans 6 mois, je serai là-bas moi aussi. Je marcherai sur ces mêmes rues. Je verrai ces mêmes monuments. En juillet, j'ai commencé à préparer mon programme DELF B2. Oui mon ami, j'avais décidé de continuer vers le niveau B2. Le niveau B2 signifie intermédiaire avancé. C'est le niveau où on peut vraiment fonctionner de manière autonome en français. On peut comprendre des textes complexes. On peut interagir avec spontanéité. On peut produire des textes détaillés. C'était mon nouveau grand objectif. L'examen B2 était prévu pour mars 2025. Cela me donnait 8 mois pour me préparer. J'avais appris de mes erreurs passées. Je ne voulais plus me surmener. Je voulais maintenir un rythme d'études sain et durable. Mon ami, j'avais compris que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. La constance est plus importante que l'intensité. Ma famille commençait enfin à accepter ma passion. Ma mère voyait que j'avais réussi à gagner de l'argent avec le français. Mon père voyait que je restais en bonne santé malgré mes études. Il ne me soutenait pas activement encore. Mais au moins, il ne me critiquait plus. Mon ami, c'était déjà un grand progrès pour moi. Je me sentais moins jugé et plus libre. Chapitre 18. Quand 3 ans de travail portent leurs fruits. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2024. Cela fait exactement 3 ans et 2 mois que j'apprends le français. Mon ami, si je regarde en arrière, je suis étonné du chemin parcouru. La Gironde d'il y a 3 ans ne connaissait pas un seul mot de français. Elle était triste et perdue dans sa vie. Elle rêvait de Paris, mais pensait que c'était impossible. Maintenant, je peux lire des livres français sans grande difficulté. Je peux regarder des films et comprendre la plupart des dialogues. Je peux avoir des conversations longues et nuancées. Je peux écrire des textes de plusieurs pages. Mon ami, mon niveau de français actuel est quelque chose dont je suis vraiment fier. C'est le résultat de 1160 jours de travail constant. Mon voyage en France commence dans 10 jours. Je suis nerveuse, mais aussi incroyablement excitée. J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps. Bientôt, je marcherai le long de la Seine. Je boirai un café dans un bistrot parisien. Je parlerai français avec de vraies personnes en France. Mon ami, c'est comme si un rêve devenait réalité devant mes yeux. Mais au-delà du voyage, le français m'a apporté tellement plus. Il m'a donné confiance en moi. Il m'a prouvé que je peux accomplir des choses difficiles. Il m'a appris la discipline et la persévérance. Il m'a connecté avec des personnes merveilleuses du monde entier. Mon ami, le français a littéralement transformé ma vie. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 3 ans. Alors mon ami, comment ai-je gardé ma motivation pendant 3 ans? Je vais te donner mes secrets maintenant. Premièrement,
j'ai toujours gardé mon rêve vivant. Quand je voulais abandonner, je regardais des vidéos de France. Je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Mon rêve était mon carburant pendant les moments difficiles. Mon ami, sans un rêve fort, l'apprentissage devient juste une corvée ennuyeuse. Deuxièmement, j'ai célébré chaque petit progrès. Quand je comprenais une phrase entière pour la première fois, je me félicitais. Quand j'apprenais un mot difficile, je me sentais victorieuse. Mon ami, ces petites victoires s'accumulent. Elles créent un sentiment de progrès constant. Ne les ignore jamais. Célèbre chaque pas en avant, même s'il est minuscule. Troisièmement, j'ai trouvé ma communauté. Apprendre seul est possible, mais très difficile. Avoir des amis qui apprennent aussi change tout. Ils te comprennent. Ils te motivent. Ils partagent tes frustrations et tes joies. Mon ami, cherche ta tribu. Rejoins des groupes. Parle avec d'autres apprenants. Tu verras la différence énorme. Quatrièmement, j'ai investi de l'argent dans mon apprentissage. Oui, c'est possible d'apprendre gratuitement. Mais payer pour des cours m'a forcé à être sérieuse. Quand j'avais investi mon argent, je ne pouvais pas abandonner facilement. Mon ami, l'investissement financier crée un engagement psychologique. Bien sûr, ajuste selon ton budget. Mais investis quelque chose. Cinquièmement, j'ai créé une routine quotidienne. Je ne comptais jamais sur la motivation pour étudier. La motivation va et vient. Mais la routine reste. Chaque jour, j'étudiais français à la même heure. Que je sois motivée ou non. Que j'ai envie ou non. Mon ami, la routine crée l'habitude. Et l'habitude ne demande pas de motivation. Sixièmement, j'ai varié mes méthodes d'apprentissage. Si je lisais trop, je m'ennuyais. Si j'écoutais trop, je me fatiguais. Alors je changeais constamment d'activité. Un jour je lisais. Le lendemain j'écoutais. Le jour suivant j'écrivais. Mon ami, la variété garde l'apprentissage frais et intéressant. Ne fais jamais la même chose tous les jours. Septièmement, j'ai accepté les moments de plateau. Il y a eu des périodes où je ne progressais pas visiblement. C'était frustrant et démotivant. Mais j'ai appris que ces plateaux sont normaux. Mon cerveau absorbait l'information en silence. Puis soudainement, un bond en avant arrivait. Mon ami, sois patient pendant les plateaux. Continue à travailler. Les progrès viendront. Huitièmement, j'ai trouvé des utilisations pratiques pour mon français. Quand j'ai commencé à écrire des articles, le français est devenu utile. Il n'était plus juste théorique. Mon ami, cherche des moyens d'utiliser ta langue. Écris un blog. Fais des vidéos. Aide d'autres apprenants.
L'utilisation pratique renforce la motivation. 9e, j'ai pris soin de ma santé. Après mon burn-out, j'ai compris que la santé vient en premier. Sans énergie physique et mentale, l'apprentissage devient impossible. Mon ami, dors suffisamment. Mange bien. Fais de l'exercice. Ne sacrifie jamais ta santé pour tes études. C'est la pire erreur que tu peux faire. 10e et finalement, j'ai continué malgré les doutes. Il y a eu tant de moments où je voulais arrêter. Tant de fois où tout semblait impossible. Mais j'ai choisi de continuer. Un jour après l'autre. Une leçon après l'autre. Mon ami, c'est le secret le plus important. Continue simplement. Même quand c'est difficile. Même quand c'est douloureux. Continue et tu arriveras. Maintenant, mon ami, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu apprends le français ou n'importe quelle langue, ne compare jamais ton parcours avec les autres. Certaines personnes apprennent plus vite. D'autres plus lentement. Cela n'a aucune importance. La seule chose qui compte est ton propre progrès. Aujourd'hui, es-tu meilleur qu'hier? Cette semaine, es-tu meilleur que la semaine dernière? Mon ami, c'est la seule question importante. Le français m'a appris une leçon de vie précieuse. Rien de grand ne se construit rapidement. Tout ce qui vaut la peine demande du temps et de l'effort. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Il y a seulement le travail constant et la patience. Mon ami, applique cette leçon à tous les domaines de ta vie. Les résultats viendront toujours si tu persévères. Dans 10 jours, je serai dans l'avion vers Paris. Je fermerai les yeux et je penserai à tout ce parcours. À toutes les larmes versées. À tous les sacrifices faits. À tous les moments de doute. Mais aussi à toutes les joies. À tous les progrès. À toutes les victoires. Mon ami, chaque seconde de ces 3 ans aura valu la peine. Je le sais déjà dans mon cœur. Et toi mon ami, quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te passionne? Quelle langue veux-tu apprendre? Quel objectif veux-tu atteindre? Mon ami, commence aujourd'hui. Fais le premier pas maintenant. Dans 3 ans, tu seras heureux de l'avoir fait. Je te le promets. Le temps va passer de toute façon. Autant l'utiliser pour construire quelque chose de beau. Autant l'utiliser pour réaliser tes rêves. Merci mon ami d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a inspiré ou motivé. J'espère qu'elle t'a montré que tout est possible avec de la détermination. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires de quel pays tu viens. Je lis et réponds à chaque commentaire. Bon courage dans ton propre voyage d'apprentissage mon ami. Je crois en toi. Tu peux y arriver.